L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans votre émission, l'émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante. Il s'agit bien de la promotion et de la transparence et des mécanismes de redevabilité pour la lutte contre la corruption dans les secteurs miniers dans la province du Haut-Katanga et dans la province du Lualaba. Cette thématique, nous allons la développer avec le professeur Steve Kanké. Professeur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Gilles. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Voilà. Alors, avec vous, nous allons parler de cette thématique qui touche de près la population congolaise. La première question est celle de savoir quel est l'état des lieux que vous faites du secteur minier artisanal dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, peut-être en République démocratique du Congo. Merci beaucoup M. Gilles pour la question. En réalité, nous dégageons des aspects. Il y a l'aspect de lutte contre la corruption et l'autre aspect, la redevabilité. Et ici, je parle en ce qui concerne les frais en service de rémunération perçus par SAIMAP. Okay. SAIMAP, c'est un service technique du ministère des Mines qui bénéficie d'une autonomie administrative et financière. Ce service-là, comme je dis, c'est un service du ministère des Mines, la production jusqu'à l'exportation. L'exportation, oui. Ces frais-là sont perçus. Et au niveau de la production, l'argent est distribué au niveau même de la production, au niveau des puits, et distribué par les services qui sont commis à ces points-là. À ces points, il y a la division des mines, la loi dit administration des mines, il y a aussi la CMAP, les deux services qui sont commis à cela. Mais bon, comme ça évolue dans une entité quelconque, n'est-ce pas, l'exploitation évolue dans une entité quelconque, on intègre aussi les ETD. Les entités territoriales décentralisées. Oui, on les intègre aussi pour qu'ils soient partis, donc ils bénéficient aussi. Et au niveau des centres de négoce, il y a trois services. La direction des mines, qui est le ministère des Mines, et il y a la CMAP, et il y a aussi CSC qui intervient. Au niveau des transports, il y a seulement CSC, et au niveau de l'exportation, il y a CSC, DGRAD et consorts. Et à chaque point, il y a ces frais-là. Alors, professeur, CSC, ça veut dire, parce que les téléspectateurs nous suivent, qu'ils comprennent ce que ça veut dire exactement. Les CSC, c'est les centres d'expertise et d'évaluation des substances minérales. D'accord. C'est les services qui contrôlent la qualité et la quantité des minéraux, donc au niveau de l'exportation. Alors, ce qui m'intéresse en ce moment ici, c'est, parce que ce sont les provinces, oui. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau du premier point, au niveau des puits, de la production et au niveau des centres de négoce. Au niveau des centres de négoce, la loi dit que ce sont les arrêtés des gouverneurs des provinces qui doivent déterminer les taux et la clé de répartition. Alors, comme je dis avant, il y a deux choses qui interviennent. La corruption et la redevabilité. La redevabilité, exactement. Parce que quand on perçoit et on se distribue l'argent de l'État, nous devons être redevables. Alors, donc, professeur, avant de continuer, comment est perçu cet argent-là? Au niveau des exploitants miniers et artisanaux, comment est perçu cet argent? Est-ce qu'on donne un document quand on perçoit cet argent? Oui, quand l'argent est perçu, quand cet argent est perçu, il y a une quittance. Okay. Il y a une quittance. Il y a une quittance qui est perçue dès qu'on perçoit, donc il y a une quittance. Laissez-moi un peu évoluer, je vais arriver à ce niveau pour éclaircir un peu la lanterne. D'accord. Alors, à ce niveau-là, quand les différents gouverneurs des provinces signent ces arrêtés-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier point qui est la corruption. Ça signifie que l'arrêté eux-mêmes, les arrêtés qui sortent, déjà favorisent la corruption à quel point?
sous les arrêtés, l'arrêté ne respecte pas d'abord les parties prenantes. L'arrêté n'émane pas d'un consensus. Ça signifie consulter les services, les parties prenantes, consulter et sortir une clé. Alors, comme conséquence, il n'y a pas ça. Vous allez voir sur les arrêtés, les différents arrêtés qui sortent, les arrêtés énumèrent même en termes de la clé les pourcentages de... Il y a même des services qui n'existent pas dans la loi. Alors, ça, c'est déjà un problème d'une ouverture vers la corruption. Oui. Alors, il y a d'autres arrêtés qui mettent aussi, ils énumèrent bien sûr les services. Il y a division des mines, CSC, division des mines, CSC, SAIMAP, ETD, et puis ils mettent autres. Quand on met autre, on ne sait pas l'argent là où ça va. D'autres services qui viennent. Or, la loi ne prévoit pas de mettre autre. Ça, c'est une ouverture vers la corruption. Alors, il y a un problème aussi de redevabilité. Redevabilité, à ce niveau-là, la loi ne définit pas clairement cet argent si on dispute, par exemple, les ETD 10%, et c'est mappé 80% et les autres autant pour autant. L'arrêté n'arrive pas à bien dire que cet argent sera les fins. Donc, cela sera utilisé pour quelle fin et quels sont les services ou quels sont les personnages qui doivent contrôler et à quel moment qu'il faut contrôler. Là, c'est un problème favorise en sorte que ces gens-là qui bouffent ou qui prennent l'argent ne puissent pas être redevables vis-à-vis des contribuables qui sont les exploitants miniers artisanaux, et ainsi de suite, et c'est là qui suivent, la chaîne suit. Alors, à ce point-là, il y a aussi au niveau même de la perception. Au niveau de la perception, vous voyez, c'est en brousse. Il n'y a pas une mesure commune. Il y a pas par exemple, si la loi dit par exemple que voilà, il faudrait un taux, $100 ou alors $10 par kilo, par exemple, il n'y a pas une mesure commune parce qu'au niveau de la bourse, ils n'ont pas d'outils nécessaires pour pouvoir mesurer. Ça. C'est d'une façon forfaitaire. On dit par exemple, ça c'est regarde, c'est 5 kilos. Ça 5 kilos, ça c'est 10 kilos, paye autant. Donc on taxe aussi forfaitairement. Forfaitairement, et on donne bien sûr des quittances comme preuve de paiement. Mais il n'y a pas une mesure commune. Et ça, par la suite, l'argent aussi serait versé d'une façon forfaitaire. Et donc il y a un problème de corruption à ce niveau-là aussi. Et ça, c'est favorisé effectivement par l'arrêté. Et aussi, j'aurais dit préférer que la loi, peut-être au niveau de la politique de stabilité, soit clairement à ce niveau, définisse par exemple tel service, cet argent c'est pour quelle fin, ainsi de suite. Et ça, pour permettre que les services qui sont là, par exemple l'IGF, puissent venir contrôler. À ce niveau-là, j'espère que l'IGF aura des malaises à vouloir contrôler parce que la loi ne définit pas la finalité de cet argent. Et ça, c'est vraiment un état des lieux un peu général pour ces services-là. Et en réalité, pour conclure, en réalité, on trouve que il y a deux problèmes, problème de corruption et de redevabilité. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission. Aujourd'hui, nous parlons de la promotion, de la transparence et des mécanismes de redevabilité pour la lutte contre la corruption dans le secteur minier artisanal des provinces du Haut-Katanga, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Et nous recevons le professeur Steve Kanké. Il est en tout cas coordonnateur de la coopérative minière, le président de la coopérative minière CAF. Voilà. Alors nous le recevons sur ce plateau pour parler de cette question. Alors professeur, vous avez donné l'état des lieux et les acteurs qui sont impliqués dans cette question pour que la corruption soit favorisée dans les secteurs miniers, surtout avec les exploitants artisanaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour arriver à limiter ces pratiques rétrogrades, ces pratiques qui favorisent la corruption dans ces secteurs-là? Alors, pour ces pratiques, il faut faire, je pense qu'il propose qu'il y ait des plaidoyeries au niveau du ministère des Mines ou alors au niveau des gouvernorats provinciaux. Alors, il faudrait que ces gouvernorats, des ministères provinciaux et puis au niveau des différents gouvernorats, pour que, en réalité, et que au niveau que chaque gouverneur puisse sortir un arrêté qui évite la corruption. Ça signifie que la corruption signifie ne pas mettre sur la liste des parties prenantes, les parties prenantes de services qui ne sont pas dans les manuels de traçabilité. Ou alors, et aussi, il faudrait que le gouverneur puisse aussi insérer des éléments qui vont faire en sorte que les services soient redevables.
Ça signifie quoi? Ils doivent mettre la finalité de cet argent là-bas. Tel service, cet argent là-bas, c'est pour, par exemple, payer les équipements des bureaux. Oui. Et ça, c'est pour, ainsi de suite, qu'il soit vraiment clair. Ou alors, les ETD perçoivent ça pour construire des routes, ainsi de suite. Ou alors, pour payer les agents, pour que les contrôles soient efficaces et qu'il y ait même, dans cet arrêté, les services qui sont habilités à contrôler. C'est ça, en réalité. Et ça éviterait les deux problématiques, la corruption et la redevabilité. Alors, professeur, vous voulez nous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans ces secteurs-là qui échappent au contrôle de l'État? Oui, mais en réalité, aussi, cet argent ce n'est pas l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État. Oui. Comme on dit, les frais en rémunération des services rendus. Ça signifie que c'est pour payer le service qui travaille. C'est comme ça que la loi dit. Les services qui travaillent dans ce secteur-là. C'est par exemple le CMAP. Le CMAP n'est pas budgétisé, n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas budgétisé dans le budget de l'État. De l'État, donc il ne vit que de cet argent qui vient de là. Mais ça n'empêche que l'aspect de redevabilité soit évoqué. Oui. Et d'autres services-là, comme la division des mines. Oui. La division des mines est vraiment budgétisée. Oui, mais nous devons savoir... C'est une division de l'État reconnue, qui a même une répartition. Oui, bien sûr. Oui, maintenant, quand il perçoit cet argent là-bas, normalement, est que le gouverneur ou alors l'arrêté devra donc dire c'est que la division des mines doit faire cet argent-là. Et par exemple, les ETD, ils ont d'autres taxes. Ils perçoivent la redevance minière. La redevance minière, ainsi de suite. Mais cet argent-là devra être connu dans l'arrêté du gouverneur, connu et puis bien stipulé. Et puis en plus, curieusement aussi que cet arrêté n'est pas publié quand le gouverneur nomme les ministres. Oui. À la minute, tout est connu. Exactement. Tout est connu, et ainsi de suite. L'arrêté n'est pas publié. La vulgarisation de cet arrêté. Et les gens ne connaissent pas. Voilà, ainsi de suite, tout ça, ça éviterait en sorte qu'il n'y ait pas de corruption et puis l'aspect de redevabilité soit évoqué. C'est dans ce sens. Voilà, la corruption est vraiment endémique. Oui. Et qu'il faut vraiment la combattre. Bien sûr. Voilà. Alors, professeur, peut-être une petite question, mais qui cadre toujours avec ce secteur minier artisanal, parce que vous êtes dans ce domaine-là. Comment vous évaluez aussi les conditions de travail des exploitants artisanaux miniers dans la province du Haut-Katanga et le Lualaba? Alors, les conditions, comme vous le savez, les conditions... bon, heureusement qu'il y a CMAP qui encadre la SAP. La CMAP aussi est limitée vis-à-vis des moyens, tout ça. Et les conditions ne sont pas bonnes, et même les traitements. Voilà pourquoi moi je prône pour qu'il y ait un syndicat de qualité qui doit parler pour les artisanaux. C'est ça. Je pense, à partir de ce syndicat-là, toutes les choses peuvent quand même être revues, et ainsi de suite. Le syndicat fera des plaidoyeries, comme le travail que nous faisons, c'est le travail des syndicats qui devaient faire ça. Voilà, bon, on s'organise quand même pour créer d'ici peu un syndicat qui peut commencer à parler pour les artisanaux. Parce que les services de mines artisanales, c'est un service communautaire. C'est un service communautaire. Et ce service-là, c'est pour créer des classes moyennes. C'est comme ça que ce service-là, plutôt l'activité artisanale, ça a été créé pour créer une classe moyenne. C'est une activité, n'est-ce pas, communautaire. Et voilà pourquoi, chaque fois que nous prenons, on peut venir seulement, on déplace les créateurs sans que ni la loi... Cette question vraiment qui est d'actualité souvent dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba, les déplacements des créateurs. Quelqu'un peut venir de ses propres gré, qui a les moyens, qui est influent, déplacer les créateurs d'un lieu à un autre, comme vous voulez, ou les chasser au point même de les tuer. Alors, s'il y avait ce syndicat, je pense que le syndicat pourra vraiment porter, n'est-ce pas, une lumière sur ça et éviter en sorte que, parce que ce sont des personnes humaines, des entrepreneurs, les personnes qu'on doit respecter, parce que la vie humaine doit être, n'est-ce pas, est sacrée et doit être respectée pour tout un chacun. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle que nous parlons de la promotion de la transparence et des mécanismes de redevabilité pour la lutte contre la corruption dans les secteurs miniers artisanal et dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, cas des frais en rémunération des services rendus et perçus par
le SAEMAP. Et je suis sur ce plateau avec le professeur Steve Kanké. Il est président de la coopérative minière CAF. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette question aussi importante. Alors, professeur, en termes de conclusions sur notre sujet, qu'est-ce que le public peut retenir? Le public peut retenir ceci. Dans le secteur minier artisanal, il y a deux aspects que nous devons tous combattre. Ce qu'il y a à combattre, c'est la corruption et l'aspect redevabilité. Et ces deux aspects devraient être combattus par un renforcement de la loi, qui est les manuels de traçabilité, devra être revu pour que qu'on mette un peu l'aspect redevabilité et l'aspect lutte contre la corruption. Il y a aussi les arrêtés signés par les gouverneurs des provinces. Ces arrêtés-là devraient être publiés pour que tout le monde puisse les savoir. Voilà, les gouverneurs publient les ministres quand on nomme. Quand ils nomment, ce n'est pas les cabinets, on publie, sauf certains arrêtés qu'on n'arrive pas à publier à la télévision. Alors, deuxième autre aspect, il faudrait que les secteurs miniers, les acteurs du secteur minier puissent s'élever et s'impliquer afin qu'on puisse créer, nous tous, un syndicat qui va en faire en sorte que les conditions pourront être meilleures. Par exemple, on peut lutter contre les surfacturations, les mesures inégales, l'inégalité ainsi que le dégraissement forcé qui subit les créateurs dans les milieux du travail, parce que tout être humain a droit au travail. On ne peut pas venir comme ça, vous l'enlevez, vous le tuez, la vie est sacrée, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce qui doit retenir le public. Voilà, professeur, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Ce n'est pas la dernière fois, on va vous recevoir une fois encore. D'accord, merci beaucoup, M. Gilles. En tout cas, je serais heureux d'être encore reçu. Merci, professeur. Merci, on va vous recevoir. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Eli Kabangé, merci au directeur de programme Guélor Lubovia. Nous saluons également Innocent Kainda. Juste un regard. On va se fixer rendez-vous prochainement dans un autre numéro. Bye bye. Okay. Merci beaucoup, M. Gilles. Merci beaucoup, merci.